Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce midi-conférence organisée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Il s'agit du premier pour la programmation 2024-2025. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les soins qui sont offerts aux Québécois et Québécoises, et particulièrement pour ceux qui ont reçu des soins et services au sein des centres de réadaptation en dépendance, euh, donc mieux connus sous l'acronyme CRD. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Josée Fleury, qui est professeure titulaire à l'Université McGill. Elle est également chercheure régulière au Douglas, à l'UD et au RISC. Donc, merci Marie-Josée d'être présente aujourd'hui avec nous. Pour tout ce qui est en lien avec les questions, donc nous invitons à les inscrire dans le chat au fil de la conversation et nous allons les prendre seulement à la fin. Vous avez aussi l'option de prendre la parole avec l'option lever la main. Ma collègue Geneviève va vous ouvrir le micro lorsque ce sera le temps. Donc, Marie-Josée, je te laisse la parole. Bonne présentation. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour l'introduction. Merci beaucoup à l'équipe de l'IUD pour cette invitation. Je suis très heureuse là, de participer aux conférences du midi. Donc, je vais vous présenter en fait différents profils et déterminants de la qualité des soins offerts aux personnes dépendantes au Québec. Juste quelques minutes. Donc, ici, vous avez à l'écran mon équipe, donc ma Sétienne Zéronxio, Guy Grenier, mon associé de recherche, et Christophe Ouing, qui a participé beaucoup à nos travaux de recherche. Les résultats de recherche que je vous ai présentés aujourd'hui c'est en fait des projets qui sont financés soit par le POD, Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada, ministère LMS et l'IUD. Et aussi, je vais vous présenter une recherche qui est financée par l'Institut de recherche en santé du Canada. Donc, voilà. Euh, donc, ah, OK, désolée. Bon. Donc, en fait, la présentation va porter sur les questions suivantes. Donc, on va s'intéresser à la qualité des soins. En fait, ce qu'on se pose dans cette recherche-là et dans beaucoup de mes recherches, en fait, moi, je travaille surtout sur la qualité des soins ou l'adéquation à répondre aux besoins des patients, comment on peut faire mieux pour répondre aux besoins des patients. Donc, une des questions de recherche qu'on se pose dans la présentation que je vous livre aujourd'hui, c'est est-ce que la qualité des soins offerts aux personnes ayant des dépendances est optimale? Dont aussi l'adhésion au traitement. Et on se pose aussi la question, y a-t-il des groupes ou des profils qui sont mieux desservis que d'autres et qui sont-ils? En fait, quand on fait des analyses de profils, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on part beaucoup du constat que la population n'est pas homogène. Donc, aujourd'hui, je vous parle de personnes dépendantes aux substances ou je vais les appeler les personnes qui ont des troubles liés à l'usage de substances, donc les TLS. On part du principe que ce n'est pas une population homogène, c'est une population qui peut recevoir une qualité de soins différentielle et on essaie de mieux comprendre pourquoi, quelles sont les caractéristiques qui font qu'une population reçoit une sous-population reçoit une meilleure qualité de soins qu'une autre. Donc, c'est les questions qu'on se pose. On se pose aussi les questions, quels sont les facteurs qui influencent la qualité des soins, dont l'abandon en traitement. Et en fait, comme dans toutes les études, on se questionne sur qu'est-ce qu'on pourrait recommander suite à nos résultats de recherche, des pistes d'intervention pour améliorer les soins à la population. Alors, une courte définition de la qualité des soins, donc c'est ce que je vous parle aujourd'hui, donc de la qualité des soins. La qualité des soins, c'est un concept multidimensionnel. En fait, c'est un concept assez complexe qui regroupe beaucoup de dimensions. Donc, je vous lis une première définition là, d'un auteur qui a beaucoup travaillé sur la qualité des soins. Donc, c'est le degré auquel les soins pour les individus et les populations augmentent la probabilité d'obtenir les résultats souhaités en matière de santé et sont conformes aux meilleures connaissances actuelles sur les pratiques et les services de santé. Dans le fond, quand on a une bonne qualité de soins, on reçoit des services qui répondent aux besoins de l'usager, au moment, au lieu, à la fréquence et selon les meilleures modalités connues d'intervention. Alors, comme tantôt je vous le disais, donc c'est un concept multidimensionnel. La qualité des soins, ça recouvre plusieurs concepts. Donc, ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous parle particulièrement des concepts que je vais vous présenter dans l'étude ou d'autres qu'on a étudiés à travers d'autres études. Donc,
parfois même les concepts auxquels on fait référence, comme par exemple si dans la qualité des soins, un des concepts auxquels on fait le plus référence, c'est l'accès aux services socio-sanitaires. D'ailleurs, quand on regarde comment se qualifie le Canada par rapport aux autres pays, un des principaux problèmes de la qualité de notre système socio-sanitaire, c'est l'accès aux soins. Alors, l'accès est un concept lui-même multidimensionnel qui recouvre plusieurs dimensions. Donc, on parle d'accessibilité temporelle. C'est probablement la dimension de l'accès qu'on réfère le plus, dont le temps. On sait qu'il y a beaucoup de temps d'attente, malheureusement, dans nos services socio-sanitaires. On parle aussi d'accès géographique. On sait que les populations qui vivent dans les régions éloignées ou en régions rurales ont un moindre accès aux services. Il y a moins de diversité de services. L'accessibilité financière aussi est importante. On sait que certains types de professionnels, comme les psychologues, qu'on retrouve plus dans le système privé où il faut avoir une couverture spéciale au niveau des assurances ou payer, ou les ressources d'hébergement certifiées en dépendance. Plusieurs, on doit quand même défrayer là, une partie des coûts. Donc, dans nos études, on s'est intéressé au concept accès aux médecins de famille, qu'on a différencié de l'accès aux omnipraticiens. Donc, quand je parle du médecin de famille, c'est vraiment avoir un médecin de famille à être enregistré auprès d'un médecin de famille, tandis que quand je parle de l'omnipraticien, ça réfère à tout type de médecin. Le médecin de famille est aussi tout autre médecin qu'on peut accéder par les cliniques sans rendez-vous. On sait que l'offre de cliniques sans rendez-vous est quand même assez considérable au Québec. On parle aussi d'accès aux psychiatres et accès aussi à d'autres types de professionnels de la santé, soit santé mentale, dépendance. Je vais vous préciser un peu plus là, tous les professionnels de soins qu'on a abordés dans nos études. Aussi, quand on parle de qualité des soins, on fait référence au concept d'intensité de soins. En fait, vous voyez ici tous les variables qu'on relie au concept de qualité de soins. Ce sont des variables qui sont basées sur l'utilisation des services de l'usager. Et la plupart aussi de ces variables-là sont mesurées sur une période de 12 mois. Quand on traite quand on traite de l'utilisation des services, souvent on traite de l'usage de services pendant une période de 12 mois. Donc, l'intensité des soins, en fait, ça fait référence donc à la fréquence des soins obtenus dans une période de 12 mois. Donc, on regarde si la personne elle a eu, et ici, je vous dirais qu'on prend souvent un proxy de quatre contacts de soins par année. Quand on regarde dans la littérature, c'est un proxy d'une intensité minimale optimale de soins. Et aussi, quand on regarde dans notre cohorte, dans les cohortes qu'on a utilisées, les usagers utilisent d'une façon globale peu les services. Et donc, on a quand même peu d'usagers qui utilisent 4 fois ou plus ces services sur une période de 12 mois. Donc, c'est un peu les concepts qu'on a montés. Aussi, quand on regarde la qualité des soins, on fait référence au concept de diversité des soins. Alors, on sait que quand on parle de clientèle vulnérable, on a souvent besoin de mettre en place des interventions bio-psycho-sociales. Et donc, et pour la diversité des soins, on va regarder si la personne a eu des contacts, par exemple, avec un médecin de famille, avec d'autres omnipraticiens, avec des intervenants de la santé mentale, etc. Donc, on regarde cet aspect-là dans nos études. Aussi, le concept de qualité des soins fait référence au concept de continuité des soins. Alors ici, on fait référence à la continuité relationnelle des soins, où on regarde l'alliance thérapeutique formée avec un clinicien. On sait que c'est particulièrement important, la continuité relationnelle ou l'alliance thérapeutique, quand on fait référence à des clientèles plus vulnérables. On a aussi monté un proxy de régularité des soins dans nos études. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on regarde est-ce que la personne reçoit pendant une période de 12 mois des contacts qui sont réguliers dans le temps. Alors, pour faire ça, donc, on a divisé la période d'un an en 4 périodes de 3 mois. Et si la personne a une grande régularité de soins, c'est un usager qui va recevoir des contacts à tous les mois, à tous les 3 mois dans la période de 4 mois là, de l'année. Alors, et la personne qui reçoit une faible régularité de soins va être quelqu'un qui va recevoir, par exemple, juste 2 contacts ou juste pendant une période de 3 mois dans les 12 mois de l'année. Donc, on a monté, en fait, ces différents concepts-là que je vais vous présenter, donc des études qui font référence à ces différents concepts-là.
Aussi, comme je vous disais tantôt, le concept de qualité des soins, c'est un concept multidimensionnel. Ça recouvre aussi d'autres dimensions comme l'efficacité, l'efficience des soins qu'on n'a malheureusement pas étudié dans nos études. On n'avait pas ce type de données-là, mais ce sont des concepts là, très importants dans la qualité des soins. La différence entre l'efficience et l'efficacité, c'est dans l'efficience, on tient compte du rapport coût-qualité. Un autre concept qu'on a beaucoup étudié, mais pas dans le cadre des études que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'adéquation des soins à répondre aux besoins. C'est un concept très important, très intéressant. Ici, on fait vraiment allusion à la perception de l'usager, à quel point on répond à ses besoins. Il y a des échelles standardisées qui existent, qui peuvent mesurer, donc qui mesurent dans le fond tous les besoins d'un usager et à quel point le système répond d'une façon globale ou partielle à ses besoins. Alors, pourquoi s'intéresser à la qualité des soins pour les usagers qui ont des TLS? D'abord, il y a un constat très important dans la littérature qui nous dit que ce sont des usagers qui consultent très peu les services d'une façon globale. On estime qu'il y a environ essentiellement une personne sur quatre qui a des TLS qui utilise les services pour répondre à leurs troubles, à leur TLS. Donc, c'est très peu. Si on compare, par exemple, aux études qui sont plus reliées à la santé mentale, on a plutôt une statistique d'environ une personne sur deux qui a des troubles mentaux qui consultent pour raison de santé mentale. Donc, ici, on a affaire à une population qui consulte très peu. C'est sûr qu'aussi, si on compare, par exemple, les budgets alloués à la santé mentale, à la dépendance, c'est pas tout à fait les mêmes pourcentages. Donc, c'est sûr que la dépendance est un programme très pauvre, donc moins de 1% du financement alloué à la santé et services sociaux, en fait 1%, moins de 1% du financement qui va au programme dépendance du financement santé et services sociaux comparé à la santé mentale qui est plus de l'ordre de 8 à 10%. Aussi, les clientèles qui ont des TLS, ce sont des clientèles qui abandonnent beaucoup leur traitement. Ici, je vous parle d'une méta-analyse qui a été faite et publiée en 2020, qui a recensé plus d'une cinquantaine d'études qui avaient traité de l'abandon au traitement et qui nous indique que quand même pas loin d'une personne sur trois abandonne leur traitement relié au TLS. Je vais vous présenter quelques résultats d'une cohorte qu'on a montée à travers les années qui porte sur les centres de réadaptation indépendante, donc la clientèle qui utilise les centres de réadaptation indépendante. Puis on a trouvé plus que nous, c'était plus autour de quasi une personne sur cinq qui abandonnait leur traitement dans les CRD. La différence entre nos résultats et l'état de la recension des écrits ici, c'est que dans la recension des écrits ici, on parlait exclusivement de traitement externe. On parlait de tout type de traitement qui était donné par différents dispensateurs de soins. Nous, on avait un peu de traitement interne, surtout des traitements externes, mais quand même des traitements internes. Et nous, notre 50% était exclusivement sur les services spécialisés pour les dépendances. Donc, nous, au Québec, dans les centres de réadaptation dépendante. Donc, ça explique un peu les différences de résultats. Pourquoi améliorer la qualité des soins? Ben, c'est sûr qu'on peut postuler que si on a une meilleure qualité des soins, on peut avoir des clientèles en meilleure santé pour ce qui est des dépendances, donc moindre chute, arrêt de la consommation, diminution de la consommation ou au moins réduction des méfaits reliés à la consommation. Vous allez voir que dans les études, je vous présente beaucoup, on vous présente aussi les impacts donc des typologies, des profils de qualité de soins qu'on a identifiés. Donc, on vous parle d'impact et on présente surtout des impacts en termes de soins aigus. Quand je parle de soins aigus, c'est relié à l'utilisation des urgences et l'hospitalisation ou on parle de mortalité. Malheureusement, quand on travaille avec des banques de données administratives, moi, je vais vous présenter des données qui sont surtout basées sur des banques de données administratives ou sur des grandes enquêtes qui se sont faites au Canada. Alors, malheureusement, c'est souvent les résultats d'impact là, qu'on a. C'est sûr que l'urgence, je vous dirais que c'est quand même une bonne mesure d'impact. Dans mon équipe, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de travaux sur les urgences et sur l'hospitalisation. On sait que l'urgence, c'est un peu comme le baromètre de notre système de santé. Quand l'urgence est engorgée, c'est souvent le signe que notre système de santé ne se porte pas bien ou ne se porte pas aussi bien qu'il devrait. Donc, on a un moins bon accès aux services ambulatoires. D'ailleurs, quand je fais référence aux services ambulatoires, je vais beaucoup faire
référence dans ma présentation aux services ambulatoires, c'est tous les services qui sont hors de l'urgence et hors de l'hospitalisation. Donc, quand l'urgence est engorgée, c'est souvent qu'on a des problèmes d'accès aux soins ambulatoires, problèmes peut-être de continuité dans les soins, dans les services ambulatoires, problèmes d'adéquation, on ne répond pas assez bien aux besoins des usagers, etc. Donc, et surtout, je vous dirais, quand on traite là, de pas juste une consultation d'urgence, parce qu'on sait que l'urgence, c'est souvent le seul service qui est disponible le soir, la fin de semaine, la nuit. Mais là, ici, je vous parle surtout de visites à l'urgence répétées, même de grands utilisateurs de l'urgence. Les grands utilisateurs de l'urgence, ce sont des usagers qui viennent au moins 3 fois à l'urgence sur une période de 12 mois. Donc, quand on commence à venir à l'urgence autant fréquemment, c'est vraiment signe qu'on ne répond pas bien aux besoins de l'usager, qu'il y a des problèmes d'accès, de continuité, etc. Ce sont des clientèles souvent aussi très vulnérables. Donc, dans nos recherches, dans les recherches que je vais vous présenter, donc, en termes de facteurs d'impact, je vous présente soit des visites à l'urgence répétées sur une période de 3 mois ou des grands utilisateurs. Je vais vous parler des grands utilisateurs de l'urgence, donc des personnes qui ont fréquenté l'urgence au moins 3 fois dans une période d'1 an. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plus particulièrement 2 articles scientifiques. Le premier article est sous presse, le deuxième article est déjà publié. Alors, ce sont 2 articles qui ont porté sur des profils d'usagers avec des TLS basés sur la qualité des soins ambulatoires reçus. Dans ces 2 études, donc, on vise à mieux comprendre la qualité des soins reçus par les usagers et on fait aussi des liens avec les caractéristiques cliniques, sociodémographiques des usagers et on relie ça à des impacts. La différence entre les 2 articles, je trouve ça intéressant de vous présenter les deux parce que le premier article, c'est basé sur une cohorte qui s'appelle Torsade. Donc, Torsade, c'est une cohorte qui a été montée par l'Unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient du Québec, l'unité SRAP, qui est financée par le Fonds de recherche Québec Santé. Donc, on a eu la chance donc, de travailler sur cette cohorte-là. Je reviens sur ça dans 2 minutes. Et le deuxième article que je vous présente, lui, c'est vraiment sur notre cohorte CRD qu'on a montée là, depuis une dizaine d'années. Je vous la présente aussi plus en détail. Et je vais juste vous dire un mot sur un autre article qu'on a aussi publié sur les prédicteurs de l'abandon des traitements CRD. Je trouvais ça quand même important de vous glisser au moins un mot sur la question de l'abandon en traitement. Mais sinon, juste pour vous dire, donc, cet article-là sur les prédicteurs de l'abandon en traitement et aussi on a fait un article sur les profils des usagers en CRD abandonnant ou non leur traitement. Donc, pour ces 2 articles-là, j'ai fait une présentation pour le CRI, donc dans le cadre des travaux du RIS au printemps de cette année et la présentation est enregistrée. Fait que si toutefois ça vous intéresse de mieux connaître les résultats de nos 2 articles scientifiques ici. Donc, vous avez le lien web pour visualiser donc, la présentation. Donc, comme je disais tantôt, donc, je vous présente plus particulièrement donc, 2 articles scientifiques. Un premier qui porte sur l'étude Torsade. Donc, c'est une étude populationnelle, donc représentative de la population du Québec. Et je vous présente après donc le même type d'analyse de profil de qualité, mais cette fois-ci sur donc la clientèle traitée en CRD. Donc, on sait que les CRD, ce sont des services spécialisés, donc qui traitent vraiment une clientèle particulière, donc avec quand même des TLS très sévères. Donc, je trouve ça intéressant donc de vous présenter ces 2 types d'études en même temps. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations sur l'étude de Torsade, donc ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'elle s'appuie sur l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. En fait, elle intègre 4 enquêtes. Nous, dans nos études, on a pris les 2 dernières enquêtes là, intégrées dans la cohorte Torsade. Donc, ce sont des usagers à qui on a passé une enquête en 2013, 2014 et 2015-2016. Donc, on avait 42 000 répondants dans ces 2 enquêtes-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a jumelé les données clinico-administratives de la RAMQ et du MES pour les années 1996-2016. Donc, ça nous fait beaucoup de données intéressantes. Là, je vous présente qu'est-ce qu'on a comme variable dans nos banques dans quelques instants. Et donc, pour l'article que je vais vous présenter sur les profils de qualité des soins pour cette cohorte-là, on s'est intéressé, donc, on a étudié les usagers qui avaient des TLS.
On avait un échantillon de 1473 usagers avec des TLS qui représentait donc 3,5 de prévalence au niveau des TLS dans la cohorte. Et on s'approche on est vraiment très proche des pourcentages de prévalence qu'on retrouve dans le SCC de 2012-2022. La différence entre ces ESCC-là et ceux que je vous parle ici, c'est qu'il y a des ESCC, je vous dirais que se font tous les 2 ans, c'est des enquêtes dans la population canadienne générale. Et ici c'est à tous les 10 ans, il y a un SCC qui est plus santé mentale et dépendance. Et là, donc, on a eu des statistiques sur la prévalence de la dépendance en 2012 et 2022. La prévalence de la dépendance entre ces 2 années-là ne s'est pas accrue, donc a resté relativement stable. Donc, la deuxième étude que je vous présente, donc, c'est basé sur notre cohorte CRD, donc des centres de réadaptation en dépendance. C'est une cohorte qu'on a montée, ça fait quand même plusieurs années. En fait, on a travaillé avec 14 CRD sur 16 merci beaucoup à ces CRD-là, donc, qui ont participé à notre recherche. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a demandé à ces CRD-là de nous envoyer tous les usagers qui avaient fait une demande de service dans leur CRD en 2012-2013. Donc, ça nous a fait une cohorte de plus de 35 000 usagers. Et on a arrimé les données du CQSRD, qui est la banque de données des CRD, sur les données là, de notre cohorte. Un gros merci ici aussi au ministère qui nous a aidés aussi à colléger l'information sur les CQSRD dans les CRD. Et donc, on a aussi arrimé après coup toutes les données administratives qu'on retrouve à la RAMQ-MES. Donc, les données qu'on retrouve à la RAMQ-MES qui maintenant sont centralisées au niveau de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. Ce sont les données de Médéco, donc les données hospitalières, les données de la RAMQ. Ce sont les données reliées aux médecins, les données de la BDCU, qui sont les données de l'urgence. On retrouve des diagnostics ici dans les 3 banques de données. Et dans la BDCU aussi, les raisons de visite à l'urgence. On a aussi les données de ICLSC, donc tous les services psychosociaux des CLSC, aussi les services médicaux. On a les données de mortalité. C'est principalement les données ici qu'on rassemble et qu'on a dans la cohorte torsade et qu'on a aussi dans la cohorte CRD. Pour notre cohorte CRD, donc, on a aussi jumelé les données de 1996 à 2016 dans un premier temps. Pour ces données-là, donc, on a fait, vous allez avoir à la fin de ma présentation aussi la liste des publications qu'on a réalisées sur les données 2009-2016. Donc, on a publié quand même 9 articles scientifiques, 3 abrégés de recherche en français qui sont de courts résumés en 2 pages pour les décideurs là, des principaux résultats de nos recherches et des recommandations. Et dernièrement, donc, on a mis à jour notre banque de données jusqu'en 2022. On n'a pas encore exploité là, notre mise à jour, mais nos données sont mises à jour jusqu'en 2022. Et pour le CQSRD, donc les données des CRD, on a les données disponibles depuis 2009. Donc, on a des données disponibles sur 7 ans, si on va jusqu'en 2016, et bientôt donc sur 13 ans, avec les données qui ont été mises à jour jusqu'en 2022. Quand je vous présente, je ne vais pas trop m'arrêter dans les méthodes des différents articles que je vous présente, mais juste pour vous dire que quand je vous présente des données sur la qualité des soins ou l'utilisation des services, c'est souvent des données qui sont agrégées soit sur 2014, 2015 ou 2015, 2016. Les données cliniques sont agrégées sur les mêmes années, mais parfois on va dans une période précédente d'1 an ou 2 ans. Les données sociodémographiques habituellement sont alignées sur les mêmes années que les données de service et les données d'impact sont toujours successifs aux données sur la qualité des soins. Pour l'étude Torsade, je vais présenter des données sur 3 mois. C'était les seules données disponibles là, après cette période. Et pour les données des centres de réadaptation, je vais vous présenter donc les impacts après sur 12 mois. Alors ici, ça vous donne un peu ce que vous voyez ici à l'écran, ça vous donne un peu les variables qu'on a dans notre étude. Donc, les variables qui sont en noir, c'est les variables qu'on retrouve autant dans l'étude Torsade ESCC que dans l'étude sur les centres de réadaptation en dépendance.
Les variables qu'on a essentiellement dans le torsade de SCC sont en bleu. Celles qu'on a uniquement à partir de la cohorte CRD sont en mauve. Donc, je vais passer très rapidement dans l'ensemble des variables. Ça va vous donner aussi une idée des résultats qu'on va avoir là, qui sont reliés à l'ensemble de ces variables-là. Donc, on étudie la qualité des services ambulatoires à partir des variables que je vous ai exposées tout à l'heure, donc d'accès, d'intensité, diversité des soins. Au niveau du médecin de famille, de l'omnipraticien, du psychiatre, des intervenants psychosociaux, en CLSC, en CRD et des autres dispensateurs de soins en santé mentale et en dépendance. On a regardé aussi au niveau des services en CRD la durée des traitements et on s'est intéressé donc la durée et l'intensité. On s'est intéressé aussi à l'abandon des traitements et au nombre d'épisodes de soins que l'usager avait reçus en CRD. On s'est intéressé à la continuité des soins et la régularité des soins. Je vous ai déjà un peu introduit comment on avait mesuré ces différents indicateurs-là tout à l'heure. On a aussi regardé donc les caractéristiques sociodémographiques des usagers, leur âge. Donc, on a différencié les usagers plus jeunes, donc 12-24 ans, 24-44 ans, 45-65 ans et les plus âgés, 65 ans et plus. On a regardé donc le sexe, le statut civil de l'usager, son occupation, son lieu de résidence, sa région socio-sanitaire. On a aussi monté un indicateur de défavorisation matérielle et sociale. Ça ici, ce sont des indicateurs qui sont liés au territoire. Si je reste par exemple à Westmount, je n'aurai pas le même indicateur que si je reste à Verdun pour les gens qui sont à Montréal. Ici, vous avez les définitions de défavorisation matérielle. Ça inclut donc le pourcentage de population avec emploi, le salaire moyen, le pourcentage qui ont moins d'un secondaire 5. La défavorisation sociale, ça inclut le pourcentage de la population vivant seule, le pourcentage de gens célibataires, le pourcentage de monoparentalité. Donc, c'est des indicateurs qui sont intéressants là, quand on n'a pas ces données-là sur l'individu lui-même. On avait aussi l'éducation, le revenu. On avait aussi la donnée à savoir si l'usager était propriétaire ou pas de sa résidence. On avait aussi l'historique du dossier criminel de l'usager, son historique de situation d'itinérance. Au niveau des caractéristiques cliniques, on a dans notre banque de données à peu près tous les diagnostics de TLS, tous les types de consommation dans le fond, mais dans nos études, on a surtout traité à savoir est-ce que l'usager était un polyconsommateur, avait exclusivement un TLS alcool, exclusivement un TLS drogue, et parfois on différenciait cannabis d'autres types de drogues. On s'est intéressé aussi à la chronicité des TLS, comme on a des données dans notre banque jusqu'en 1996. Donc, on peut voir combien ça fait d'années que l'usager a un TLS. Donc, on s'est intéressé à ça en pensant que peut-être le traitement qu'on devrait donner aux personnes qui ont un TLS chronique versus non, donc devrait être différencié. On s'est intéressé donc aux troubles mentaux qu'on a aussi différenciés en disant on va distinguer d'abord les personnes qui ont des troubles mentaux graves, donc schizophrénie, troubles bipolaires, de ceux qui ont des troubles de personnalité ou de ceux qui ont des troubles mentaux moins sévères, des troubles mentaux courants, donc l'anxiété, la dépression. On s'est intéressé aussi à mieux comprendre si les personnes avaient des maladies physiques chroniques et on a aussi monté des variables de troubles concomitants, soit d'avoir des TLS et à la fois des troubles mentaux, à la fois des TLS, des troubles mentaux, des maladies physiques chroniques. On avait aussi dans nos banques de données des caractéristiques comportementales. On s'est intéressé au comportement suicidaire. Quand on traite juste des banques de données administratives, on a le comportement suicidaire juste via l'urgence et l'hospitalisation. Sinon, dans le SCC, on avait tout type de traitement de comportement suicidaire. On voit ici qu'on a plus de variables en bleu, donc c'est sûr qu'il y a plus de caractéristiques comportementales reliées à l'usager dans les enquêtes que dans les données administratives. Donc, dans le SCC, on avait donc la sécurité alimentaire, la perception de sa santé mentale et physique. On avait aussi des données sur le stress relié au travail et à la vie quotidienne, sur l'obésité, sur le fait de fumer du tabac et sur l'inactivité physique. Les variables d'impact, je vous les ai présentées déjà un peu, là. Donc, on s'est intéressé à l'utilisation des urgences, répétées si c'était sur 3 mois, fréquence, donc des grands utilisateurs de l'urgence, c'était sur 12 mois. On s'est intéressé à l'hospitalisation, à la mortalité et on avait aussi la qualité de vie.
dans le SCC, qui est une variable d'impact très intéressante à considérer, particulièrement une variable d'impact intéressante pour la clientèle vulnérable. Donc, je vous présente maintenant les résultats de notre premier article scientifique, donc basé sur les résultats de la recherche Torsade ou SCC et Banque de données administrative. Donc, cette étude visait à identifier les profils d'usagers selon leurs caractéristiques cliniques et la qualité des soins reçus. Un coup qu'on avait identifié ces différents profils-là, on a relié les profils aux caractéristiques sociodémographiques et comportementales des usagers. Et après coup, on a regardé donc les facteurs d'impact ici sur 3 mois des différents profils. Je vais très peu vous parler de méthodologie, mais juste pour vous dire que quand on fait, en fait, ces 3 types de statistiques qu'on fait quand on fait ce type d'études-là. D'abord, on monte nos profils à partir d'analyse de classe latente. Après ça, donc, pour associer les profils aux caractéristiques de l'usager, c'est soit qu'on utilise des analyses bivariées où on compare les différents groupes entre eux, et ce qu'on a fait ici à partir de l'étude de l'ESCC, ou bien on va utiliser des analyses multinomiales. Ici, c'est qu'on va prendre un groupe de référence qu'on va comparer aux autres groupes. Et pour mesurer les impacts, on a soit utilisé des analyses de régression de survie. La différence entre ces deux types d'analyses, c'est que les analyses de survie prennent en compte le temps. Donc, c'est sûr qu'ici, on avait juste 3 mois, donc on a utilisé plus ces types d'analyses-là que l'analyse de survie se fait d'habitude sur une plus longue période. Alors, donc là, je vous présente vraiment les résultats de cette recherche-là, donc étude Torsade de SCC. Donc ici, je vous présente les profils qu'on a trouvés, donc les profils cliniques et de qualité de soins. Je vais commencer, en fait, ici, on a trouvé 4 profils quatre profils de consommateurs de TLS et 4 profils aussi qui se différencient assez bien en termes de qualité des soins. Donc, je vous présente le profil 2 et le profil 4 d'abord parce que ce sont 2 profils qui rassemblent en fait des usagers qui ont des TLS alcool à 100%. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peut-être de consommateurs de cannabis, mais on n'a pas de TLS cannabis ou TLS drogue. Ici, c'est vraiment exclusivement des TLS alcool pour le profil 2 et pour le profil 4. Donc ici, vous avez aussi les pourcentages à côté des profils, c'est le nombre d'individus, le pourcentage d'individus qu'on retrouve dans chacun des profils. Donc, au niveau du profil 2 et du profil 4, donc on va chercher la majorité de notre cohorte, donc 84% de notre cohorte qui se situe donc à peu près équivalent et d'une façon équivalente dans le profil 2 et le profil 4. Donc, ce n'est pas étonnant, je vous dirais, parce que c'est sûr, dans la population générale, on a beaucoup plus de consommateurs d'alcool ou TLS d'alcool que de TLS ou consommateurs de drogue. Aussi, le profil 2 et le profil 4 se distinguent par le fait que dans le profil 2, on a des utilisateurs qui ont reçu une très faible qualité de soins. En fait, on a un groupe qui n'utilise très peu les services de santé. Et dans le profil 4, ce qui le distingue ici, c'est qu'on a des usagers qui ont reçu une grande continuité des soins, mais par le médecin, exclusivement par le médecin de famille. Alors, si on regarde un peu plus en détail ici, donc le profil 2, donc les TLS exclusivement alcool et faible qualité de soins. Ce sont des usagers qui ont eu un très faible accès aux médecins de famille, n'ont pas utilisé les omnipraticiens, n'ont pas utilisé aussi les services de psychiatres. Ils ont très peu aussi consulté d'autres cliniciens pour la dépendance ou leur santé mentale. Et c'est des usagers aussi qui ont reçu une très faible continuité et régularité de soins. Le profil 4, donc, ce sont aussi des usagers, comme je l'ai tantôt, exclusivement TLS alcool. Qu'est-ce qui est intéressant de regarder? Ce sont les usagers qui ont aussi le plus de maladies physiques chroniques. C'est le groupe en importance où on retrouve le plus grand pourcentage de personnes qui ont des maladies physiques chroniques. C'est intéressant aussi de comprendre ça en lien aussi avec le fait qu'ils reçoivent de meilleurs services des médecins de famille. Donc, le fait d'avoir des maladies physiques chroniques fait en sorte aussi qu'on est mieux desservi par les médecins de famille. Donc, ici, ce sont des usagers qui avaient eu accès à qui ont tous accès à un médecin de famille et qui sont tous suivis donc par des omnipraticiens. Et c'est le groupe aussi qui reçoivent la meilleure continuité de soins.
Maintenant, je vous présente le profil 1 et le profil 3. Alors, le profil 1, c'est les EG polyconsommateurs avec des troubles mentaux concomitants. Ce sont des EG qui reçoivent une grande diversité de soins et une régularité modérée de soins. Donc, ici, on a 71% des EG qui ont des TLS alcool, 47% qui ont des TLS drogue. C'est le deuxième groupe en importance après le profil 3 que je vous présente dans quelques instants. C'est le groupe où on retrouve le plus de troubles mentaux concomitants. 62% de ces personnes ont des troubles mentaux concomitants. C'est le groupe aussi, après le profil 4, où on retrouve le plus de maladies physiques chroniques. Donc, 57% de ce groupe ont des maladies physiques chroniques. C'est le groupe qui consulte le plus les autres cliniciens en santé mentale et dépendance. Et c'est le groupe qui ont le plus accès à la psychiatrie après le profil 3 que je vous présente à l'instant. Et donc, ce groupe reçoit une régularité de soins modérée. Le profil 3, donc, c'est les EG avec exclusivement des TLS drogue et c'est le groupe qui reçoit la meilleure qualité de soins des 4 groupes. Donc, 100% des personnes ont un TLS drogue. C'est le deuxième groupe en importance qui a des troubles mentaux concomitants. Donc, après le profil 1, c'est le groupe qui a le plus accès au traitement des psychiatres. Et le deuxième groupe, après le profil 1, qui a le plus accès aux autres cliniciens en santé mentale et en dépendance. C'est le groupe aussi qui a le meilleur accès aux médecins de famille et aux omnipraticiens après le profil 4 et aussi la meilleure continuité de soins après le profil 4 et c'est le groupe qui reçoit des 4 groupes la meilleure régularité de soins. Alors maintenant, on va regarder les caractéristiques sociodémographiques et comportementales qui sont associées à chacun des profils. Je débute encore par le profil 2 et le profil 4. Donc, il faut se souvenir, donc, le profil 2, c'est les EG avec des TLS alcool avec une faible qualité de soins. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est un groupe qui rassemble surtout des hommes et des jeunes. Quand on regarde la littérature scientifique, je vous dirais, les hommes et les jeunes sont rapportés comme utilisant moins les services que les femmes et la population plus âgée. Et aussi, c'est le groupe où on regarde là, qui ont le moins de facteurs de risque. Des 4 groupes considérés, là, c'est vraiment dans ce groupe-là qui a le moins de facteurs de risque. Probablement aussi dû au fait que ce sont aussi plus des jeunes. Donc, dans ce groupe-là, on voit des gens qui sont un peu plus éduqués, donc qui ont des études postsecondaires, plus de pourcentage donc de personnes qui ont des études postsecondaires. On voit plus de gens qui travaillent ou qui sont aux études. Le revenu familial est plus grand. On a plus de gens aussi qui sont propriétaires de leur domicile. On a moins de personnes en insécurité alimentaire. On a plus de personnes qui perçoivent une bonne santé mentale ou physique. On a aussi moins de gens qui sont stressés dans leur vie quotidienne ou au travail. On a des gens aussi, on a moins de pourcentage de personnes qui ont des comportements suicidaires. On a moins d'obésité et on a moins de personnes qui sont inactives physiquement. Je vous dirais que le profil 4 ressemble beaucoup au profil 2. C'est le groupe qui a en deuxième lieu le moins de facteurs de risque. Il se différencie surtout par le fait que c'est des personnes plus âgées. Donc ici, on retrouve le plus grand nombre de personnes plus âgées. Aussi, si vous vous souvenez, c'est le groupe où on avait plus de maladies physiques chroniques, donc c'est cohérent. Et aussi, c'est le groupe qui est le mieux pris en charge par les médecins de famille. Donc tout ça est très cohérent. On retrouve aussi plus de personnes en couple. Et le reste, là, donc, c'est des variables qu'on retrouve ici qui sont assez similaires au profil 2 que je viens de vous présenter. Donc maintenant, si on regarde les caractéristiques sociodémographiques et comportementales associées aux 2 autres groupes, on commence par le profil 1. Donc ici, donc, il faut se rappeler que ce sont les usagers polyconsommateurs avec des troubles mentaux concomitants qui reçoivent une grande diversité de soins et une régularité modérée de soins. Alors ici, c'est vraiment les usagers là, qui ont les plus grands facteurs de risque. Donc, le pourcentage de facteurs de risque le plus important. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à souligner, ce sont des individus qui sont plus concentrés dans des régions urbaines, qu'est-ce qui est probablement aussi relié à la diversité des soins. On sait qu'il y a beaucoup plus de diversité de soins, dont des soins spécialisés, mais aussi toutes sortes de soins dans les régions urbaines comparées aux régions rurales.
Donc ici, donc on retrouve plus de gens célibataires, l'éducation est moindre dans ce groupe, on a plus de gens qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas aux études, le revenu familial est plus faible, plus d'insécurité alimentaire, les gens vont plus fumer le tabac, on perçoit moins bien sa santé physique et mentale, on a plus de stress au travail, etc. Donc, c'est un peu toutes les variables opposées à ce qu'on retrouve au profil 2. Le profil 3, donc, il est très similaire au profil 1, donc on voit relativement les mêmes variables. La différence ici, c'est qu'on a un peu plus de personnes obèses dans ce groupe-là, on a plus de femmes dans ce groupe-là et on a aussi un peu plus d'hommes, de jeunes, excusez-moi, de jeunes dans ce groupe-ci. C'est intéressant aussi de souligner que si on regarde, les jeunes se divisent un peu en deux, entre avoir la meilleure qualité de soins et ici, avoir la plus faible qualité de soins. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut être un résultat intéressant. Donc, si on regarde maintenant l'impact, donc quels sont les impacts associés après 3 mois à ces résultats-là. Donc, on a regardé les impacts au niveau des risques, au niveau des visites répétées à l'urgence et de l'hospitalisation, au niveau de la qualité de vie. Donc, les profils 2, 4, 1 et 3, c'est toujours la même chose. Ici, se clarifie mieux. Donc, on a beaucoup moins de visites répétées à l'urgence, d'hospitalisation dans le profil 2 que les autres qui suivent. Et la même chose, la qualité de vie est meilleure pour le profil 2 et s'ensuit ainsi. Donc, au niveau des résultats clés, on peut dire que les EG avec des conditions plus sévères reçoivent plus de services ambulatoires. Je pense que c'est un résultat très intéressant et ça démontre que dans notre système de soins, on a une très bonne équité des soins. Et l'équité, j'en ai pas parlé tantôt, mais c'est quand même aussi une dimension très importante au niveau de la qualité des soins. Et nous, comme on a un système public, on veut faire en sorte aussi qu'on répond mieux aux populations qui ont des problèmes plus sévères et qu'on ne fait pas de distinction non plus entre le revenu des personnes. Donc, ça, c'est un résultat très intéressant. Aussi, notre étude nous indique que plus de services ambulatoires ne conduit pas nécessairement à de meilleurs résultats d'impact. On voit dans le fond que les personnes qui ont moins de facteurs de risque ont de meilleurs impacts. Donc, ont des résultats plus positifs associés. En fait, je vous dirais que si on regarde le profil 1 et 3, qui étaient quand même les profils qui recevaient la meilleure qualité des soins, c'était les profils qu'on avait plus de facteurs de risque, mais on peut dire que quand même, d'une façon générale, la qualité des soins reçus dans la cohorte reste grandement insuffisante pour répondre aux nombreux besoins des EG, particulièrement les EG des profils 1 et 3. Je ne vous ai pas présenté les résultats descriptifs pour l'ensemble de la cohorte, mais c'est sûr qu'on a une cohorte qui utilise très peu les services d'une façon globale. Donc, quand on mesure la qualité, on mesure toujours la qualité qui est meilleure dans les groupes 1 et 3, mais somme toute, qui pourrait être grandement améliorée. Et ici, je voulais juste vous donner quelques informations comme accès à un médecin de famille. Pour l'ensemble de la cohorte, c'était 75%. On sait que dans la population, c'est plus environ 20% de la population qui n'a pas accès à un médecin de famille. Accès à d'autres types de professionnels que les médecins, à peine une personne sur 3, etc. Donc, les recommandations, donc, je pense que c'est important de mieux identifier les stratégies mieux adaptées aux différents profils d'usagers pour mieux répondre à leurs besoins. Pour les profils 1 et 3, qui étaient les profils plus sévères, je pense que c'est important de consolider le suivi pour les usagers avec des besoins élevés. On pourrait mettre en place plus de programmes qui s'assurent de suivre les usagers sur un plus long cours. En santé mentale, depuis une vingtaine d'années, on a des programmes tels que le suivi intensif, le soutien d'intensité variable qui pourraient être mieux développés en dépendance. On pourrait aussi consolider les traitements intégrés, troubles mentaux, TLS, comme on sait aussi que c'est très prévalent. Donc, les troubles mentaux, TLS, c'est plus la règle que l'exception. Pour le profil 4, donc accroître l'utilisation des cliniques médicales avec des équipes multidisciplinaires sous le modèle de soins chroniques, faire en sorte qu'on ait des plans d'intervention qui soient plus soutenus aussi. Pour le profil numéro 2, donc accroître l'accès aux soins ambulatoires, bien sûr, c'est quand même très fort dans le système de la dépendance, là, donc introduire le traitement motivationnel. Pour certains, on sait qu'il y a beaucoup de clientèle qui utilisent très peu les services et des interventions de sensibilisation de type outreach.
Maintenant, donc, je vous présente l'article 2 plus rapidement. Là, je vois que quand même l'heure a filé. Donc, l'article 2, donc, c'était sensiblement le même type d'article, mais on s'est intéressé donc à la cohorte des centres de réadaptation indépendante. Juste d'une façon générale, ici, je voulais vous donner quelques statistiques sur cette cohorte-là. Donc, ici, on a étudié, donc, on avait dans cette étude-là plus environ 20 000 de population. Donc, notre cohorte, elle est constituée aux 2 tiers d'hommes. On a quand même pas mal de jeunes dans la cohorte, autour d'environ un peu plus de 20 C'est une cohorte quand même qui est majoritairement pauvre et isolée, 60 C'est une cohorte aussi qui inclut majoritairement des polyconsommateurs, majoritairement aussi des gens qui ont des troubles mentaux et des TLS à la fois, donc de l'ordre de 65 Et on a aussi beaucoup de grands utilisateurs de l'urgence dans cette cohorte. Donc, je vous présente rapidement donc, les profils qu'on a trouvés cette fois, mais pour la cohorte CRD. Ici, on a trouvé 3 profils. Alors, je vous les nomme. Donc, profil 1, ce sont les utilisateurs faibles des services ambulatoires. Ici, on a pratiquement la moitié de notre cohorte dans ce groupe. Profil 2, les utilisateurs modérés des services ambulatoires. Donc, un peu plus d'un tiers de la cohorte se situe ici. Et profil 3, utilisateurs élevés des soins ambulatoires. Pas loin de 1/5 de la cohorte se situe ici. Donc, je vous présente un peu plus les détails de chacun des profils. Donc, pour le profil 1, en fait, ce sont des usagers qui ont utilisé très peu les services. Donc, aucun n'a un médecin de famille, aucun usager ici n'a consulté les omnipraticiens, aucun accès à la psychiatrie. La seule chose où on voit qu'il y a eu un petit peu d'utilisation de services, c'est au niveau des interventions en CLSC. 30 de ce groupe utilisait les services des CLSC et 23 avaient utilisé les services des CRD. C'est le groupe qui a abandonné aussi le plus leur traitement en CRD et c'est un groupe donc qui reçoit très peu de régularité de soins. Pour le groupe 2, donc utilisateur modéré des services ambulatoires, c'est intéressant de voir que ce groupe-là était desservi à 100 par des médecins de famille. C'est un groupe qui recevait quand même une assez bonne intensité de soins des omnipraticiens. 50 recevaient 2 à 3 services au cours des 12 mois et l'autre 50 avait reçu plus de 4 services par les omnipraticiens au cours de la période d'1 an. C'est un groupe qui ne consultait pas en psychiatrie. C'est le groupe qui avait reçu la meilleure continuité de soins. C'est un groupe quand même qui consultait relativement en CLSC-CRD. En fait, se classe 2e sur 3. 44 des gens avaient consulté en CLSC, 35 au niveau des CRD. C'est le deuxième groupe qui abandonnait le plus leur traitement après le profil 1 et c'est le groupe qui avait la deuxième plus grande régularité des soins après le profil 3. Donc, le profil 3, c'est le groupe qui avait reçu la meilleure qualité de soins. 59 de ce groupe était suivi à la fois par un psychiatre et un médecin de famille, 41 par un psychiatre seul, et ce groupe recevait quand même une assez bonne intensité des soins par le psychiatre. C'est le groupe qui recevait en deuxième lieu, après le groupe 2, la meilleure continuité de soins. C'est le groupe qui consultait le plus au niveau des CLSC-CRD. C'est le groupe qui avait abandonné le moins leur traitement et c'est le groupe qui recevait la meilleure régularité de soins. Maintenant, si on regarde les caractéristiques sociodémographiques associées à chacun de ces groupes, donc le groupe 1, profil 1, c'est pas étonnant, donc on va aussi dans ce groupe-là, on a plus d'hommes et plus de jeunes. La même chose que dans la recherche torsade que je vous ai présentée tantôt, le profil 2 était aussi relié à un profil qui avait plus d'hommes et plus de jeunes et qui utilisait moins de services. C'est le groupe où on retrouve le plus de défavorisation matérielle et sociale. C'est le groupe où on retrouve aussi le plus d'antécédents criminels et des utilisateurs de polysubstances. Le profil 2, c'est un groupe qu'on retrouve plus de femmes âgées. Ça va aussi avec l'autre étude que je vous ai présentée tantôt. Les femmes et les personnes âgées sont mieux suivies par les médecins de famille. C'est un groupe où on intégrait plus de travailleurs. Aussi, c'est le groupe en importance qui a le plus les maladies physiques chroniques, encore cohérent avec un meilleur suivi au niveau du médecin de famille. Et en deuxième lieu, le groupe où on a plus de troubles mentaux et de chronicité des TLS, mais moindre que dans le groupe 3 que je vous présente à l'instant. Donc, dans le groupe 3, on a plus de femmes, mais après le profil 2, on a plus de gens sans conjoint. On a plus de personnes qui sont dans en fait, si on retrouve moins de personnes dans des régions rurales, c'est aussi parce que ces personnes sont mieux desservies par la psychiatrie. On sait que la psychiatrie est concentrée dans les milieux davantage urbains.
et particulièrement dans les grands centres. Ici, donc, on avait plus, c'est là qu'on retrouve le plus de personnes avec des TLS chroniques, aussi plus de personnes avec des troubles mentaux sévères, de l'ordre des troubles schizophréniques, troubles de personnalité, et en deuxième lieu, maladies physiques chroniques. Maintenant, pour les impacts, donc, on n'a pas vu d'impact au niveau des risques de mortalité. C'était similaire dans les trois groupes. Par contre, c'est sûr que quand on a regardé les impacts au niveau de l'utilisation fréquente de l'urgence ou de l'hospitalisation, c'est sûr que le groupe 3 se classait moins bien que les autres groupes, profil 2 en deuxième et profil 1, c'était celui qui se classait le mieux. Donc, dans le fond, ici, les résultats sont similaires à l'étude Torsade ESCC, je vous ai présenté plus avant. Donc, on voit que les usagers avaient des conditions plus sévères, reçoivent plus de services ambulatoires. Et quand même, je vous dirais qu'on voit que bien que les groupes 3 et 2 ont reçu une meilleure qualité de service, tout probablement, donc la qualité des soins reçus reste insuffisante et non assez soutenue pour répondre aux nombreux problèmes des usagers. Je vous dirais qu'on a fait une méta-analyse, ça fait quelques années où on s'était posé, on voulait savoir est-ce que les TLS étaient chroniques ou plus aigus. Et dans notre étude, on a vu donc pour 50% des gens, les TLS sont plutôt de nature chronique et s'étalent sur une période de 17 ans. Donc, l'importance de mettre en place des interventions de plus longue durée. Je dirais quand on regarde dans notre cohorte, l'intervention au niveau des CRD, la durée d'intervention était pour une médiane de 4 mois et le nombre d'interventions pour une médiane de 6 interventions essentiellement. Donc, il y a vraiment lieu de consolider la durée et le nombre d'interventions dans les CRD d'après les résultats de notre étude. J'ai pratiquement fini. Je voulais juste vous parler très brièvement des prédicteurs de l'abandon des traitements. Comme je le disais tout à l'heure, on a fait quand même une présentation à ce sujet-là, que vous avez le lien web ici. Donc, comme je vous disais tantôt, on sait qu'il y a beaucoup d'abandon de traitement dans les CRD. Et ici, on a voulu regarder un peu plus qu'est-ce qui prédisait l'abandon de traitement. Est-ce qu'il y avait, dans le fond, des facteurs qui accédaient, qui faisaient en sorte qu'il y avait plus d'abandon de traitement ou des facteurs de protection. Et on a voulu relier aussi à ce que l'abandon de traitement était relié, et on a vu que oui, donc plus d'abandon de traitement était relié à plus de visites à l'urgence et à plus de risques de mortalité. Je vais aller très brièvement, là, ici, donc, sur les prédicteurs d'abandon de traitement, là, il y a des variables qu'on connaît dans la littérature assez bien, là, comme on sait que les jeunes, les personnes défavorisées socialement, les personnes qui sont plus de type TLS, polyconsommation, les personnes qui ont des troubles de la personnalité ont tendance à plus abandonner leur traitement. Donc, nous, on a trouvé ça dans notre recherche, mais je vous dirais aussi, ce sont des variables connues. Ce qu'on a dénoté, qui est moins connu dans la littérature, qui était quand même très intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même un patron d'abandon en traitement. Donc, les personnes qui avaient antérieurement abandonné leur traitement en CRD avaient tendance à encore abandonner leur traitement. Donc, je pense qu'ici aussi, de savoir que le fait d'avoir abandonné antérieurement nos traitements favorise l'abandon actuel ou futur des traitements, ça fait en sorte que dans les CRD, peut-être qu'on devrait davantage dépister cette clientèle-là et s'assurer aussi qu'on donne à ces usagers-là un traitement différent des traitements qui n'ont pas fonctionné dans le passé et qui font en sorte que les usagers ont abandonné leur traitement. Donc ça, c'était une des variables les plus importantes dans notre modèle et ainsi que cette variable-là qui est aussi intéressante. C'est intéressant de voir que les usagers qui avaient reçu antérieurement des épisodes de traitement CRD, plus qu'on avait reçu des épisodes de traitement antérieurement, et moins on avait tendance à ne pas abandonner les traitements successifs. Une autre variable intéressante qu'on a vue à travers nos études, c'est que les usagers qui étaient suivis intensément par d'autres professionnels de soins à l'extérieur des CRD avaient tendance eux aussi à moins abandonner leur traitement, donc qui ont un effet de rétention dans les services
à l'extérieur même des CRD. Donc, les autres professionnels de soins peuvent inciter les personnes à ne pas abandonner leur traitement en CRD. Et une variable un peu inédite où on s'est quand même beaucoup questionné, c'est qu'on a vu que les personnes qui avaient des antécédents d'itinérance aussi avaient moins tendance à abandonner leur traitement. Donc, est-ce que ici, on sait que les personnes itinérantes, les personnes en situation d'itinérance, ce sont des personnes particulièrement vulnérables. Est-ce qu'on fait pas, on porte pas une attention particulière à ces personnes-là pour faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas leur traitement? Peut-être que ces personnes-là étaient intégrées dans des programmes de type logement permanent avec soutien et donc avaient tendance à être plus attentionnées pour ne pas abandonner leur traitement parce qu'on sait que la consommation et la perte de logement est aussi très reliée. Donc, voilà. Donc, je termine d'ici deux secondes. Alors, juste pour vous dire ici, je vous ai mis au tableau les différents articles scientifiques qu'on a publiés à partir de nos données pour les centres de réadaptation en dépendance de 1996 à 2016. Donc, on a publié 9 articles, 3 abrégés de recherche en français pour les décideurs, les intervenants. Et je voulais juste vous dire en bout de ligne on est très content. L'année dernière, donc, on a reçu un financement du Fonds de recherche Québec Santé et Culture pour financer nos travaux de notre cohorte CRD, mais sur les joueurs pathologiques. Donc, dans la cohorte de 35 000 de population, on a quand même 3 500 joueurs pathologiques. Donc, on va aussi mieux étudier les joueurs pathologiques. On va avoir 22, on a 26 ans quand même de données longitudinales. Donc, on vise à étudier là, des profils de joueurs, les profils aussi de qualité des soins reçus pour ces joueurs-là. On va faire aussi des trajectoires. On va regarder les trajectoires d'utilisation de services et les impacts, par exemple, sur des effets indésirables tels que les comportements suicidaires, le suicide. On a reçu aussi, on est très heureux aussi, une nouvelle subvention du PODS au printemps dernier, où là, donc, on va pouvoir exploiter nos données mises à jour jusqu'en 2022. Donc, on aimerait ça faire un peu comme ce que je vous ai présenté aujourd'hui, des profils de qualité des soins, mais davantage sur la clientèle jeune, la clientèle âgée. Et on va aussi monter une nouvelle banque de données, donc de 500. Donc, on vise à recruter plus de 500 usagers recrutés dans 5 CRD du Québec. Et là, on a développé davantage une enquête pour aller chercher des variables qu'on a moins étudiées, dont l'adéquation des services à répondre aux besoins des usagers, où on va faire des entrevues aussi en profondeur avec les usagers et on va aussi jumeler les données administratives, clinico-administratives de la RAMQMS pour 10 années. Donc, prospectif, des données prospectives avant le recrutement des usagers. Voilà. Donc, j'ai dépassé un peu mon temps. Donc, désolée. Merci beaucoup. Merci, Marie-Josée, pour cette belle présentation. Je rappelle au public que la présentation va être disponible sur notre site web, iud.québec, avec les références. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a quand même beaucoup de résultats. Donc, je vous invite à aller consulter davantage si c'est un sujet qui vous intéresse. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Là, on a peut-être le temps d'en prendre quelques-unes. Si vous voulez les écrire dans le chat, je pense que le temps de parole va être limité dans ce cas-ci. Moi, j'avais une petite question, mais en fait, peut-être un commentaire si tu veux y répondre. En fait, je voyais vraiment que la qualité des soins puis l'accès aux soins, c'était souvent des profils qui avaient déjà un trouble de maladie chronique, soit maladie physique, ou soit un trouble de santé mentale. Est-ce que c'est la porte d'entrée principale, puis après ça, on regarde un peu plus loin, puis on voit s'il y a un trouble d'utilisation lié à la substance ou euh, qu'est-ce est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans les analyses? Ben, c'est sûr que si je pense à la cohorte CRD, donc on a recruté en CRD, c'est sûr que c'est une cohorte très, très vulnérable, comme je l'ai explicité, là, quand même, plus de 60 de cette cohorte-là, c'est de la population défavorisés matériellement, socialement, mais aussi qui ont des troubles mentaux concomitants et même des maladies physiques chroniques. Donc, c'est sûr que dans les profils donc à pathologie plus sévère ou qui reçoivent plus de services, ben, ça ressort surtout dans ces groupes-là. Donc, des personnes qui ont beaucoup de problèmes cliniques et même sociaux à la fois. Donc, c'est des gens aussi, c'est sûr que nous, d'une façon globale, on a un peu plus de personnes qui utilisent des soins parce qu'eux aussi utilisent des soins pour leur dépendance, mais aussi ailleurs.
Donc, ça, oui, oui, effectivement, à ce niveau-là, et même dans l'abandon de traitement, je pense que c'est une variable importante qui est ressortie, qui est intéressante de savoir que quand la personne était suivie plus intensivement à l'extérieur des centres de réadaptation, elle avait même moins tendance à abandonner ses traitements dans les centres de réadaptation. Donc, c'est comme un effet protecteur. Le fait que les personnes, parce qu'on sait que les personnes ont moins peut-être tendance à vouloir traiter leur addiction, mais quand on parle d'un traitement santé mentale ou un traitement de maladie physique chronique, ils ont un petit peu moins le choix. Fait que peut-être que c'est une façon parfois de les retrouver au niveau de l'utilisation des services santé mentale, santé physique pour les acheminer davantage. Dans le fond aussi, quand on parle des infirmières à l'urgence, des infirmières de liaison à l'urgence, je pense que c'est un peu aussi l'objectif de ces interventions-là. On sait, j'ai dit aussi dans ma présentation, puis on a fait beaucoup, beaucoup d'études sur les urgences. Les personnes qui ont des problèmes d'addictologie, c'est probablement les plus grands utilisateurs des urgences. Donc le dépistage, l'outreach par les infirmières de liaison à l'urgence, c'est une façon aussi de s'assurer de référer les OG au bon service. Excellent. J'ai une question. Donc, en lien avec les références, en fait, des personnes au service, puis souvent que dans le fond, il n'y a pas de suite ou ils ne donnent pas suite. Je voulais savoir si c'était capté ou si c'était possible d'être capté dans les analyses ou dans une recherche, en fait, ces personnes-là qu'on réfère, mais qui n'utilisent pas finalement, qui ne vont pas au bout de la démarche. Nous, dans nos données, on n'a pas, en tout cas dans les données que j'ai présentées, on n'a pas ce type d'information-là. La seule information qu'on a, c'est vraiment l'abandon d'un épisode de traitement en CRT. Ça, je pense qu'il faudrait faire des études un peu plus ciblées. Je ne sais pas si la question portait davantage justement sur les infirmières de liaison dans les urgences. C'est sûr que les infirmières doivent dépister et en intervention brève et référer la clientèle au service en dépendance. Alors, à savoir combien de ces personnes-là se rendent vraiment au service. Nous, c'est sûr, dans notre banque de données, on n'a pas cette information-là, malheureusement. Merci pour la réponse. J'ai une petite question ici. Est-ce que vous avez questionné les usagers pour savoir ce qui les aidait dans l'adhésion au service? Et là, je vois peut-être dans qu'est-ce qui est projeté dans le futur. Je te laisse répondre. Ce qui contribue à l'adhésion au service, nous, c'est sûr que dans notre banque de données administratives, nous, on a des données quand même assez objectives. C'est sûr que aussi, il faut penser que quand on a des données administratives, c'est des données aussi qui découlent de l'utilisation de services. Donc, c'est des données des médecins ou des cliniciens. Donc, on n'a pas de données de perception. Ça, on a plus ça au travers des enquêtes. Donc, c'est sûr que dans le 500 personnes qu'on vise à recruter, on va questionner ça. D'ailleurs, on a prévu d'aller chercher toutes les informations justement qu'on n'a pas à partir des banques de données administratives, donc tout ce qui concerne la motivation au traitement. Mais il y a beaucoup de publications scientifiques là, qui ont été faites sur la motivation au traitement. Donc, c'est sûr qu'il y a des dimensions d'alliance thérapeutique, c'est important de bien connaître, de bien aimer son clinicien. Aussi, mais c'est ce genre de dimension-là, je dirais, de qu'est-ce qui fait en sorte que la personne est motivée en traitement. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est peut-être la sévérité. C'est sûr que on a tendance aussi, quand nous, on fait nos études sur les urgences, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui consultent les urgences, parfois, c'est des gens qui ne veulent pas nécessairement utiliser le service, mais ils vont consulter les urgences quand ils n'ont pas le choix. C'est quand la sévérité de leurs symptômes ou de leurs problématiques devient tellement grave qu'on n'a pas le choix de consulter. Donc, c'est sûr que ça peut être une raison de motivation. On sait aussi que la pression sociale aussi fait en sorte qu'on consulte plus. Ça aussi, on le voit aussi dans les études d'utilisation que les gens en couple, par exemple. Pour ça aussi, c'est une variable que je vous parlais un peu, célibataire couple. Le fait d'être en couple ou d'avoir un réseau social peut nous favoriser là, à utiliser les services quand on en a besoin. Donc, il y a plusieurs raisons de ce type, mais qu'on n'a pas, nous, dans les banques de données administratives, mais qu'on va traiter dans la prochaine enquête là, qu'on va faire, que je vous ai présentée pour nos travaux futurs. Donc, restez à l'affût de la suite. Je vais finir avec une petite question. Là, elle est un peu longue. Je vais juste réduire. En fait, est-ce que vous avez constaté une évolution dans le temps dans l'utilisation des services pour on va s'intéresser au profil peut-être de la clientèle des CRD particulièrement?
Nous autres, on n'a pas encore fait d'études de trajectoire. J'en ai parlé un petit peu. Les études de trajectoire, si on prévoit faire ça, c'est très intéressant. C'est qu'on regarde, parce que nous autres, on s'est intéressé à l'utilisation des services, comme je l'ai défini, dans une période de 12 mois. Puis on est allé le plus loin possible dans nos données, parce que c'est sûr que c'est quand même plus intéressant de présenter des données actuelles que des données qui datent de 10 ans. Donc, dans les études qu'on a fait à date, c'est qu'on vraiment on a traité de la dernière année disponible tout en tenant compte qu'on voulait avoir une période où on voulait regarder des données d'impact qui doivent se faire après les données d'utilisation de services ou de qualité des soins. Mais ce qu'on veut faire dans nos études futures, c'est de regarder les trajectoires. Tu sais, parce que ça pourrait être intéressant, je vous donne un exemple, comme par exemple, je vais regarder les personnes qui ont des comportements suicidaires. Mais tu sais, ça peut être intéressant de savoir pas juste qu'est-ce qui s'est passé 12 mois avant, mais est-ce que dans les 5, 10 années antérieures, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est des études plus de trajectoire. Et peut-être qu'on pourrait voir effectivement est-ce qu'il y a une intensité de service plus importante des individus au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un individu qui a des TLS, je donne un exemple, des TLS chroniques, puis depuis 15 ans, est-ce que cet individu-là a plus tendance à aller chercher de l'aide? C'est sûr que peut-être que aussi cet individu-là a plus de problèmes après 15 ans, parce qu'on sait que les TLS, c'est aussi associé à des maladies physiques chroniques quand ça perdure dans le temps. Fait que c'est tous ces phénomènes-là qu'on pourrait regarder à partir du longitudinal. Avec notre cohorte, là, ça va être vraiment intéressant parce que, comme je disais tantôt, on va avoir les données jusqu'en 2022. Donc, c'est des données très fraîches et donc la potentialité de regarder les trajectoires d'utilisation de services sur 26 ans ou bien sur 13 ans quand c'est les données du CQSRD. Donc, ça va être plus les données des résultats qu'on va faire dans le futur. Bon, ben, beaucoup de potentiel pour les prochaines recherches à venir. Donc, merci Marie-Josée d'avoir été présente aujourd'hui pour présenter sur le sujet de l'accès, de la qualité des soins aux personnes. Donc, merci à tout le monde, au public d'être présent aujourd'hui également. Je vous invite à rester à l'affût de nos futures activités. En novembre, on a une présentation d'Auré Flores Aranda et Rocio Mota Ochoa sur les wet shelters. Donc, restez à l'affût aussi de nos activités. Sur ce, Merci beaucoup. bonne journée et au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Bye bye.